Bonjour Quentin, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui pour notre série Gazar Inspirant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et également qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint AXA Climate? Ok. Bonjour Frédéric. Merci pour l'invitation déjà. Super content de pouvoir être là. Effectivement, de témoigner un peu. Pour le parcours, c'est reparti des arts et métiers. Comme je pense pas mal d'élèves, on sait pas exactement en quoi on va s'orienter vers la suite. Mais pour autant, moi, je m'étais plutôt parti vers du génie industriel, en me disant que je serais sûrement un meilleur manager que ce qui existe déjà et pouvoir contribuer un peu à améliorer la qualité de vie des employés dans l'entreprise, en me disant que voilà, je pourrais progresser dans ce sens-là. Et du coup, j'ai fait ma dernière année justement à Tokyo, où j'ai fait mon sujet de recherche en psychologie positive, où j'ai découvert tout un autre monde bien plus académique, et puis aussi un peu le milieu des statistiques. Pour l'instant, ça n'a pas encore trop de sens, mais ça prendra du sens plusieurs années plus tard. Et puis suite à ça, je suis revenu du coup en France. Là, j'ai eu l'opportunité de prendre une année sabbatique. L'idée, c'était de partir en voyage avec des copains à vélo jusqu'à Téhéran. Donc, et pour ça, il a fallu financer le voyage. Et j'avais quelques mois, donc je m'étais dit, soit je fais un truc d'intérimaire, ingénierie dans les cabinets qu'on a à foison en région parisienne, ou alors j'ai eu l'opportunité de travailler pour le WWF en faisant recruteur de donateurs. Ok, Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les salut tête de minute dans la rue. c'est ça. Et en fait, ça a été un élément assez clé quand même dans mon parcours, puisque j'ai découvert déjà un aspect commercial qu'on développe pas énormément en fait, dans la formation des arts et métiers. Et puis évidemment, on travaille dans la rue, on voit directement les gens et tout type de personnes, et on travaille également au sein avec des équipes qui sont avec des profils hyper divers. Je me rappellerai d'une équipe où il y avait une architecte qui était déjà diplômée et d'autres qui n'avaient pas le bac, et en fait, on bosse tous ensemble et on repart de zéro, quoi. Donc c'était assez beau, très dur. Ça n'a pas marché bien tout de suite, mais on m'a donné quelques tuyaux qui m'ont appris énormément sur se sentir légitime, la capacité à projeter ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on représente sur place, et l'influence que ça a. Et dans la rue, c'est immédiat. Ah oui. Si t'es pas bien et que t'as quelqu'un dans ton équipe qui est pas bien, tu le vois tout de suite que les gens ne vont plus te voir. Et ça, c'était un super apprentissage, parce que de le voir aussi rapidement physiquement, tu te dis effectivement, même en entreprise, tu vois bien que ton comportement et comment toi tu projettes, ça peut influencer pas mal le cours des choses. Donc ça, c'était super, une très belle expérience que j'encouragerais n'importe qui a besoin d'avoir un petit peu de sous. Je pense que j'ai bien plus appris du coup en faisant ça qu'en ayant fait un intérimaire de 6 mois en gestion industrielle, où j'aurais appliqué ce que j'avais appris en sortant d'école, quoi. Donc suite à ça, après, j'ai pu faire le voyage à vélo. Et un an après, il a fallu chercher un vrai travail, un peu plus, je veux dire, indéterminé et plus durable. Et l'idée, c'était de partir sur du génie industriel. Donc je suis rentré dans comment on appelle ça, des Graduate programme. graduate programme, au sein de eCity, qui à l'époque s'appelait SCA. On a quelques gars qui sont partis là-bas. Bon, justement, j'en avais entendu parler des gars qui avaient fait ce graduate programme. Donc l'idée du graduate programme, c'était initialement de pouvoir rentrer dans une entreprise, découvrir divers départements, divers postes, et après, idéalement, pouvoir choisir là où on va. Ça, c'est la théorie, et puis après, en pratique, ça se passe un petit peu différemment. Donc j'étais en Belgique du coup pendant le graduate programme devait durer 2 ans. Je suis parti en Belgique à Liège, super expérience, en ingénieur process. Alors ingénieur process chez eux, c'est de l'amélioration continue. C'est entre ingénieur production, ingénieur lean selon les divers postes. Donc il y a vraiment de la production, travailler avec les gens sur les machines et voilà, éliminer les problèmes et faire du lean et de l'amélioration continue.
aspect un peu plus transverse et un peu plus moyen terme. Et j'ai fait ça 18 mois, et au bout de 18 mois, en fait, on m'a proposé un poste en France, avant la fin du graduate, que j'ai accepté, parce qu'il y avait des potentiels d'évolution dans cette entreprise où il y avait déjà des trous dans la raquette, dans la hiérarchie. Parce que moi, à l'époque, je voulais dire, le but, c'était d'être responsable de production, justement, pour améliorer la qualité de vie des ouvriers qui ont, c'est pas facile tous les jours en production. Et donc, je suis parti là-bas. Donc, c'était entre Chartres et Le Mans, à Ferté-Bernard. C'est une sortie d'autoroute qu'on va en Bretagne. Et là, j'ai eu une super expérience. J'ai eu l'occasion de rencontrer effectivement plein de types de collègues, parce que je suis rentré d'abord en ingénieur process. Et après 2 ans, on m'a proposé un poste de responsable de production, où là, du coup, je devais gérer les unités de production et les responsables de ligne, les responsables de maintenance et de process. Donc, c'était un bel upgrade. J'étais super content. Mais c'est arrivé en décembre 2019. Donc en plein pendant le début de la Covid. Ouais. Et du coup, j'ai un peu morflé quand même. Enfin, parce que du coup, c'était une entreprise qui fait du papier toilette. Oui. Et papier toilette, ça a dû tourner pleine balle pendant 2 ans, c'est vrai. voire avec des gros à pics de production, alors que généralement, papier toilette, c'est une industrie qui est calibrée pour tourner à peu près de la même manière toute l'année. Il n'y a pas vraiment de pic de production, de chute. Un peu plus avec l'essuie-tout, mais le papier toilette, bon. Et donc, du coup, on n'est pas du tout organisé pour faire des à-coups de production. Donc, ça a été assez challenging. Parce que d'un côté, il fallait tourner et plus vite, plus fort. Et d'un autre côté, on avait les mêmes problèmes que les autres entreprises, c'est que j'avais 50% de personnes en moins aussi. Ah oui. Donc c'était parfait pour rentrer dans le bain. Un peu plus difficile, du coup, d'améliorer la qualité de vie des ouvriers. Et mais bon, j'ai pu apprendre énormément de choses là-dedans. Et sorti de ça, après, il y a eu passé 2 ans, il y a eu un changement de direction. J'en avais eu d'autres auparavant, mais là, on a eu un peu plus de difficulté de fitting, on va dire. Et j'ai commencé à regarder ailleurs. En fait, il y avait, c'est assez curieux. En fait, j'étais quand même rempli d'émotions un peu négatives à ce moment-là. Je m'étais tourné vers le pôle carrière, notamment toi. Tu m'avais orienté, notamment avec des aides avec des avocats. J'ai repris un peu tout le travail d'introspection avec des 360, des réveils ton étoile, tout ce travail-là, pour essayer de partir sur changer ces émotions négatives, à dire je vais pourrir la boîte parce que je suis pas content. En fait, je veux un projet qui m'attire et qui soit beaucoup plus moteur, en fait, finalement, que de rester dans un truc, je vais partir au prud'homme. Finalement, c'est pas hyper sexy comme perspective quand on a 30 ans, quoi. Et donc, voilà, je commençais à faire tout ce travail d'introspection, les ikigai, des choses comme ça. C'était passionnant, mais il y a rien qui émergeait. Enfin, voilà, c'était plein de plic-ploc. Je dis, OK, voilà, en termes de qualité de vie professionnelle, personnelle, je vais me placer comme si, un travail qui soit un peu plus comme ça, mais je voyais rien encore sur le marché du travail qui pourrait fitter. Et en fait, coup du sort, à un moment, je suis tombé, on a dû me mettre sur Power BI dans l'entreprise. Ils avaient retiré le système les gens qui travaillaient sur le système d'information qui faisaient des dashboards. Ils ont dit, voilà, il y a Power BI. Mais bon, comme on était dans une usine et que déjà Excel c'était parfois compliqué, je me suis mis dans Power BI pour pouvoir mettre en place l'outil. Et là, j'ai découvert le milieu de la data, qui m'était complètement inconnu. Mais alors, rien. J'avais même pas d'ordinateur à la maison. Donc, j'étais pas du tout éduqué à ce milieu-là. Et c'est pour ça que j'ai découvert le métier, en fait, si tard. Et en plongeant dedans, j'ai découvert au fur et à mesure les divers métiers dans la data, donc data science, data analyse, data engineer et tout le spectre qui englobe tout ça. Et là, j'ai vu un peu tous les planètes qui s'alignaient. Avec justement les ateliers que j'avais pu faire auparavant, je dis en fait, OK, ça coche les must-have, mais ça coche même les good to have. Et là, je me suis dit, c'est canon. Et là, c'est commencé vraiment à avoir un projet moteur pour sortir de là.
Et j'en avais besoin parce que à l'époque, j'avais quand même une femme, toujours, mais 2 enfants. Maintenant, j'en ai 3, c'est pour ça. Et donc, il fallait quand même prendre la décision de quitter une entreprise dans laquelle, j'avais bien évolué. Ça se passait relativement bien, à part avec une nouvelle direction. Mais bon, c'est toujours du temporaire, ces choses-là. On peut aussi dire, je passe la vague et on voit ce qui passe. Mais en fait, ça valait le coup. Je pense que c'était le meilleur move de ma carrière jusqu'à aujourd'hui sur les 10 dernières années. Il y a les petites graines qui sont plantées, après tu as osé C'est ça. te dire, C'était ok. pas la première fois que je me suis dit, ici je regardais un petit peu ailleurs, mais j'avais jamais trouvé un truc qui me motivait suffisamment pour quitter tout ce que j'avais. Parce que c'est aussi l'idée, après à un moment, faut dire, je vais repartir de zéro. Là, j'ai une position, un statut social, c'est facile, je suis reconnu, voilà, j'ai une certaine légitimité dans cette entreprise que j'ai construite. Il y a encore des potentiels d'évolution, et de dire je vais tout ça de côté pour repartir à zéro et reprendre un stage. Ouais, il fallait quand même que ça accroche bien, quoi. Et Quentin, justement, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce pas et d'avoir ce courage d'y aller? Au bout du bout, avec du recul, au bout du bout, je pense que il y a sur les 7-8 années où j'ai passé chez eCity, je pense qu'il y avait un cumul de choses qui n'allaient pas, mais je me suis dit je subis, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça, les autres aussi galèrent. Et c'est normal de galérer et avoir le blues du dimanche soir et se dire dimanche soir c'est un peu la déprime, c'est normal parce que plein de gens sont comme ça. Et en fait, on fait avec, quoi. Enfin, moi j'ai fait avec, et jusqu'à ce qu'en fait il y ait eu un trop plein, vraiment une cerise sur le gâteau qui me dit là je peux pas accepter ça, je peux pas accepter d'être dans cet état-là. Donc ça a été quand même l'événement déclencheur, malheureusement, c'est que j'ai un peu touché le fond en fait finalement. Mais même ça, quand je commençais à m'orienter vers le pôle de carrière, etc., et que vous m'avez donné des outils justement pour gérer le conflit, ça gère le conflit, mais c'est pas moteur forcément encore pour partir sur autre chose. Je me suis dit, potentiellement, je peux juste chercher un poste de responsable production dans une autre boîte. Ce que j'ai fait pendant les 7 années précédentes, parce que tous les ans, pour la négociation salariale, je recherchais une autre boîte pour potentiellement me proposer un poste ailleurs. Les budgets sont très serrés, donc les augmentations sont pas systématiques là-bas. Et donc ouais, finalement l'élément moteur, c'est pas un gros apprentissage, mais c'est de dire finalement j'ai peut-être un peu touché le fond pour regarder vraiment. Alors peut-être que du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'écoute de ces signaux faibles, en disant en fait non, c'est pas forcément normal parce que maintenant je connais mieux, et c'est pas une fatalité en fait. On n'est pas tous obligés d'être comme ça. Surtout que ma femme, elle, est sage-femme et elle a jamais connu ça. Elle est super contente de ce qu'elle fait, et le lundi, elle va au travail, c'est super. Et en fait, c'est peut-être pas si normal. Et puis ce projet moteur, quoi. Voilà. Ce projet moteur où je savais pas encore exactement où ça allait, mais ça fitait énormément de choses par rapport à mon besoin à nouveau de challenge intellectuel. Parce que responsable de production, ça demande plein de qualités, c'est hyper excitant, ça demande beaucoup de courage, de s'aligner, voilà, on peut emmener des gens, et c'est fabuleux de voir qu'on a réussi à faire un truc qu'on pourrait pas faire tout seul, mais qu'on a réussi à faire parce qu'en fait on a 100 personnes derrière nous. C'est génial. Mais il y a d'autres choses aussi où je m'y retrouvais moins, et c'était effectivement ce côté de challenge intellectuel et un peu plus moyen-termiste, où là, en responsable de production, on fait bien des plans à l'année, mais in fine, on est au bout de chaîne, et si on a la marge de manœuvre est assez réduite finalement. Et donc voilà, face à ce projet moteur, donc c'était la DSTI. En fait, là, c'était assez compliqué justement de se retrouver dans le monde de la data. Donc j'ai contacté des GADS, notamment, qui avaient fait divers parcours, parce que c'est soit c'est un parcours universitaire de 2 ans, soit c'est des formations courtes sur Internet, ou soit il y a l'entre-deux qui sont des Master Spé. Mais là, il y a un pari, parce que du coup, c'est aussi, il y a un budget à mettre en place. Et donc ça, c'était assez moteur. Et justement, en région parisienne, il y a des aides, il n'y a pas dans le reste de la France. Moi, on m'a quand même donné 8 000 € quand même pour aider, et ça, c'était juste ici, en région parisienne. Ok. Et donc du coup, on a déménagé. Donc DSTI, c'est là où tu t'es formé? DSTI, c'est ça, ça a été fondé justement par José Massol, un ancien GADS. Tout à fait.
enfin cofondateur. Effectivement, initialement, leur position, c'est de se dire, bah, on se positionne juste en master spé après les grandes écoles pour donner aux personnes qui veulent se lancer dans les data des compétences en data science, data engineer ou data analyse. Et c'était vraiment cette position de spécialisation, quoi. Et maintenant, ils ont étoffé un peu le cursus. Et donc, c'était parfait pour moi. Ceci dit, il n'y a pas eu de GADS encore dedans, donc je me suis lancé en disant, on va voir ce que ça va donner. Et je me suis éclaté. Je me suis éclaté. C'est assez long, c'est 9 mois de formation et 6 mois de stage. Hyper intense, mais moi, je me suis éclaté. Vraiment, c'est vraiment la première fois où je me suis dit, bah, bon, les arts, je l'ai fait parce que c'était une grande école et voilà, j'étais formaté pour aller dans une grande école parce que ça m'ouvre le maximum de portes et je voulais pas m'enfermer, je voulais m'ouvrir un maximum. Là, j'y suis allé parce que je le voulais et que ça m'intéressait a priori et en fait, ça m'a intéressé a posteriori. Et j'ai découvert du coup aussi d'autres business qui ne m'étaient pas forcément accessibles en tant qu'ingénieur industriel, notamment partir plus sur des sujets plus environnementaux. Où là, en tant qu'ingénieur industriel, il y a quelques opportunités, mais le champ est plus réduit que dans le milieu de la data, où là, maintenant, la data, t'en as un peu dans tous les secteurs. Et, voilà. Et en plus, bon, j'avais cette idée où je suis un peu revenu en arrière, trouver des travails dans la data, c'est facile. Ce qui est, je pense, une fausse idée, en revanche. Pour donner un peu un ordre de grandeur. Je pars un peu dans tous les sens. Hein. C'est pas grave, là, c'est bien. Je pars un peu dans tous les sens, mais au moment où je vais chercher un travail à la fin de la formation, je regardais quand même sur l'APEC, voilà, responsable de alors, data science France, large, il y avait environ 1000 postes à dater, ce qui est pas mal. Mais si je tapais responsable de production, j'en avais 10 000. Donc, c'était pas plus facile. Et d'ailleurs, j'avais encore des agents de l'APEC, malgré la formation, qui continuaient de me proposer des postes en tant que responsable de production. Mais ça, pour moi, c'était oublié. Et donc voilà. Et parti de là, bah, j'ai découvert effectivement le milieu de la data, des nouveaux secteurs qui m'étaient accessibles, dont l'environnement. Et donc au moment de la recherche de stage, forcément, j'ai essayé de m'orienter là-dedans. Pas facile du tout. Je suis envoyé une trentaine de CV, j'ai eu qu'une seule réponse positive. Une vingtaine, on va dire, pas de réponse, 9 non, avant même le premier entretien de RH, ce qui m'arrivait jamais en production. Production, systématiquement, je pense qu'avec l'étiquette GADS, on a l'entretien RH. Enfin, complètement légitime. J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile de trouver finalement quelque chose là-dedans. Alors, peut-être que c'était pas forcément lié au milieu de la data, mais le sujet de reconversion, je pense, fait encore peur dans pas mal d'entreprises, où ça reste un profil encore pas marginal, mais un peu plus atypique que du mainstream qui sort d'une grande école, qui a fait de la data tout de suite en sortant. On se dit, bah voilà, il y a un parcours qui est construit. Je pense qu'il y a encore beaucoup cette construction dans les entreprises où on veut des parcours linéaires, ce qui est selon moi un problème parce que les métiers évoluent, on est de plus en plus, je pense qu'il va falloir être de plus en plus adaptable à des parcours justement un peu plus en zigzag. Et néanmoins, justement, t'as trouvé, t'as persévéré. Ah bah j'ai persévéré et surtout, c'est peut-être le coup du sort, mais l'entreprise dans laquelle j'étais le plus motivé à rentrer, c'est celle qui m'a répondu oui. Et en revanche, là, ça a fité tout de suite. Ça a fité tout de suite. J'ai pu rentrer en stage. Le stage, a priori, ne devait pas forcément donner lieu à une embauche derrière. Donc, je continue de regarder les offres d'emploi. Et là, j'étais parti en me disant, bah, j'adore cette boîte. Donc, soit ils me proposent un poste chez eux et je reste, soit en revanche, dans la data, finalement, j'ai presque data environnement, j'ai plus d'opportunités aux US. En full remote. Donc, l'idée, c'était de travailler en France pour des entreprises aux US. Parce que dans le milieu de la data, donc ça restreint. Environnement en région parisienne, finalement, ça réduit pas mal d'associations qui ne me permettaient pas d'avoir une rémunération pour avoir un niveau de vie correct, sachant qu'entre-temps, j'ai eu un 3e enfant. Donc, ça allait pas. Enfin, on me proposait des postes à 30 000 euros.
en région parisienne avec 3 enfants, enfin ça allait pas. Et au final, du coup, Et ben ça s'est super bien goupillé et en fait il y a eu vraiment il y a eu cette espèce de quand on rentre dans l'entreprise, il y a toujours l'effet un peu lune de miel, je trouve. Tout va bien, c'est merveilleux parce que ils avaient très bien au début, j'avais postulé sur Hello Work et les entreprises marketent toujours très bien, c'est toujours très beau, etc. Et là, chez AXA Climate, c'était aussi très bien décrit. Ça donnait vraiment envie d'y aller, mais je me suis dit non, j'y crois pas. Je verrai quand j'y serai. Maintenant, c'est bon. Je connais. J'ai eu 8 ans dans les entreprises. Je connais la différence parfois entre le discours et la réalité. Donc j'y vais en me disant, je me laisserai pas avoir quoi. Et donc un peu sceptique quand même, mais ouvert, Et en fait, c'était complètement aligné quoi. Et le fond du sujet de préoccupation d'AXA Climate qui est quand même d'aller vers une réduction de notre impact sur l'environnement et voir des effets positifs et régénératifs avec la forme, la manière dont c'est géré à l'intérieur, où il y a une forme de management qui m'était jusqu'à complètement inconnue, c'est-à-dire pas de management, pas d'hierarchie, c'est complètement horizontal. On est tous sous le CEO d'Antoine. Et après, c'est des gestions. Donc, c'est pas l'anarchie. Il y a des rituels de manière à ce que la dynamique se crée, qu'on travaille dans les bonnes directions. Mais on dépend pas d'un manager qui va nous dire notre tâche, nos vacances et nos augmentations. et ça, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton confort de travail, ta capacité à prendre des initiatives, dans ton rapport justement C'est à la hiérarchie? c'est une libération. Tu peux nous dire un peu là-dessus? En fait, l'idée, c'est qu'on est un peu chacun entrepreneur dans cette entreprise. C'est-à-dire que il y a pas d'hierarchie. Donc, c'est toi qui vas venir avec tes compétences et ta volonté aussi d'aller vers quelque part, parce que t'as une attirance. Et l'idée, c'est, ok, t'as identifié des choses que toi, tu pourras apporter à l'entreprise ou au monde extérieur qui peut avoir un impact positif. T'essaies de convaincre des gens. Parce que soit le projet, tu peux le faire tout seul et on te dit, vas-y, fais-le. Et on te donne les outils. Soit tu as besoin de t'associer avec d'autres personnes et du coup, faut que tu arrives à convaincre ou persuader des gens de s'associer avec toi. Sachant qu'on a des profils hyper divers chez AXA Climate. Aujourd'hui, il y a 3 branches principales. C'est parti de uniquement l'assurance paramétrique. Et l'assurance paramétrique, c'est basé sur des indices qui sont souvent climatiques. Et donc, du coup, pour étoffer notre connaissance, on a embauché des scientifiques. On a une quinzaine de scientifiques aujourd'hui. Et grâce à ces scientifiques, en fait, on peut largement étoffer notre proposition de valeur, à la fois avec du conseil pour des entreprises à aller à faire de la transition notamment, ou de la réduction sur scope 1, scope 2, scope 3, du risque screening sur leurs assets, et de la formation, donc la Climate School, qui vient proposer du contenu en marque blanche pour les entreprises, pour aider les collaborateurs à se sensibiliser, mais aussi à effectuer des vraies actions concrètes au sein de leur entreprise. Et donc, on a plein de profils différents. Et du coup, selon les sujets, on peut avoir besoin d'un data scientist, d'un assureur, d'un consultant. Et c'est comme ça que ça part. Là, par exemple, je travaille sur un projet européen où l'idée, c'est de pouvoir construire des assurances qui sont innovatives pour aider les gestionnaires forestiers à s'adapter au changement climatique. Donc, je suis associé avec un ingénieur en foresterie, quelqu'un qui est spécialisé en nature-based solutions fondées sur la nature dans l'équipe conseil, et moi-même qui apporte le côté un peu plus actuarial. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe assurance, pour pouvoir travailler sur des sujets comme ça. Et mais ça, c'est parce que on dit là, il y a quelque chose à faire. Voilà. Là, par exemple, il y a le sujet de l'EUDR, donc c'est la réglementation de l'Union européenne pour le monitoring de la déforestation. D'accord. Les entreprises, à partir de fin 2024, théoriquement, doivent pouvoir prouver que leur exploitation de cacao, de bœuf, soja et de certaines commodités n'ont pas induit de la déforestation. Pour l'instant, on se dit, ok, il y a un sujet d'où on sait faire, de qui ai-je besoin pour proposer quelque chose qui va être utile pour ces entreprises qui veulent faire quelque chose pour limiter leur impact sur la déforestation. Et ça part comme ça. Donc là, on est au début du projet, mais à la fin, finalement, on se retrouve à plusieurs bosser dessus.
Et donc c'est hyper libérateur, c'est-à-dire qu'on encourage vraiment à la prise d'initiative, ce qui peut être un peu perturbant peut-être aussi en sortant d'école. C'est que du coup, faut pas attendre à ce qu'on te dise quoi faire. Alors effectivement, quand même, au sein d'un projet, il y a quelqu'un qui va leader le projet, et voilà, parce qu'il faut quand même pouvoir répartir des tâches et des choses comme ça. Mais c'est temporaire. Une fois que le projet est terminé, l'équipe s'éparpille à nouveau. Ça a été facile pour toi de prendre ta place justement dans cette nouvelle organisation, de trouver tes repères? Euh, Moi, j'y suis allé de manière complètement naïve, avec zéro a priori, donc du coup, ça s'est super bien passé. Pareil, on m'a très vite mis dans l'équipe assurance, alors que j'ai pas de formation actuariale, et j'y suis allé comme ça. Et en fait, c'est ce qu'on attendait de moi. Et parce que chacun a quand même sa spécificité, sa singularité à apporter, et là, on est le plus fort, c'est quand tu arrives vraiment à exploiter ça. Et moi, j'ai quand même 8 ans d'expérience quand même en industrie. Toutes les compétences sont pas transférables, mais en résolution de problèmes, c'est un truc qu'on sait quand même vachement bien faire en génie industriel et beaucoup moins dans les sociétés de services. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut apporter, exploiter, mais c'est ça ma force. On se dit, ok, comment je peux aider là-dessus? Et voilà, en fait. Et quand tu peux exploiter un truc que toi, tu sais faire, et en plus, tu vas sortir quand même de ta zone de confort, parce que tu vas dans les endroits que tu ne connais pas du tout. Enfin, je connaissais pas le milieu de la data il y a 2 ans. Maintenant, j'ai fait ma formation de data scientist. Maintenant, je suis assureur. Je fais de la souscription. Métier que je ne connaissais pas il y a 1 an non plus. Donc, on apprend énormément, mais toujours en utilisant des choses où toi, tu peux te différencier et tu peux apporter quelque chose à l'équipe. Et voilà, donc effectivement, ça peut être un peu perturbant, mais alors pour moi, ça a été libérateur. Je pense que ça convient pas effectivement peut-être à tous les profils. Mais moi, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et justement, il y a un côté incertain. Tu sais pas ce que ça va être dans 3 mois. C'est sûr. Si tu attends ça, mais l'autre côté pendant, c'est que ça te laisse une marge, toi, pour t'épanouir et aller dans certaines directions. Et on te pousse, en plus, à aller par là. Parce que du coup, comme on n'a pas de manager qui veut nous dire tu as fait des super résultats ou des mauvais résultats, de toute façon, l'évaluation salariale, j'ai pas une grosse marge, donc ça sera comme ça. Et c'est toujours un peu frustrant. Là, c'est basé sur des formations. Donc en fait, on nous donne un budget annuel de formation et on doit développer 2 skills, 2 compétences. Et si on arrive à développer ces skills et à montrer qu'elles ont eu un impact, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une valorisation salariale plus ou moins forte. D'accord. Qui est évaluée par des pairs, parce que du coup, c'est pas le manager qui évalue, il y en a pas. Donc, c'est des pairs qui vont dire effectivement, voilà, on explique comment cette compétence qui a été développée a permis d'être utile. Ça peut être soit pour récupérer du business, mais ça peut être soit pour aider un collègue aussi. Ça peut être des sujets internes. L'idée, c'est pas forcément avoir un impact positif sur un rendement ou financier. Ça peut être pour améliorer le moral d'une équipe aussi ou des choses comme ça, quoi. Ok. Voilà, par rapport à ce que tu me racontes et comment tu le vis et comment tu le fais, je trouve que c'est assez aligné avec les valeurs Gazaric, du travailler ensemble, le Gazar qui va trouver des solutions, qui va aussi utiliser ses soft skills, m'adapter. Est-ce que j'ai raison ouais, moi, je retrouve beaucoup plus les valeurs qu'on a pu apprendre à Gazaric au sein des 2 premières années, que ça soit de fraternité, de partage de connaissances. C'est beaucoup plus horizontal, parce que finalement, voilà, l'organisation à l'école, Saint-Gads, il y a genre 0 hiérarchie entre toutes les boquettes, etc. Et quand il y a un sujet où, par exemple, voilà, faut préparer les finios, tout le monde se met dedans. Et après, on se disperse. Et effectivement, le temps du projet, il y a un gars qui va l'idée, effectivement, pour le finios, faut mettre des ressources ici, etc. Mais le projet, une fois qu'il est fini, on se redisperse. Donc déjà, ce côté adaptabilité selon les types de projets, et on s'y retrouve. Tu vas là aussi où tu penses que tu peux apporter un maximum. Quand tu vas choisir tes boquettes, etc., où tu dis, ouais, je vais faire des croûtes à l'auberge, ou je pense que je suis assez bon et je vais me plaire dans l'organisation des finios. Tu t'orientes comme ça, et les gens s'éclatent généralement dans ces 2 années d'école. Et là, en fait, on le retrouve ici, quoi. Et il y a un dernier scope qui est
qui est assez sensationnel, qu'on a peut-être un peu plus perdu au sein des arts, mais historiquement, au sein des arts et métiers, les deuxièmes années aidaient à la formation des premières années. Aujourd'hui, on a un peu perdu ça, c'est vraiment... mais il y a une phase où ça s'est passé comme ça, et aujourd'hui, ça, moi, je le retrouve chez AXA Climate, où en fait, on a notamment des gens qui nous forment. Donc moi, on m'a formé sur des sujets d'agronomie, etc. Parce qu'on a aussi des scientifiques, on a des recherches agronomistes qui vont nous former, etc. En interne, quoi. Et c'est hyper motivant pour le gars qui le fait. Et toi, c'est hyper motivant pour toi aussi parce que tu arrives à te développer, tu connais la personne et après tu peux à nouveau redonner ce genre de compétences. J'ai acquis énormément de choses, de connaissances maintenant sur la foresterie et je ressens le besoin de vouloir transférer ces connaissances-là et il y a l'opportunité de le faire et c'est utile parce que aujourd'hui, on ne sait pas sur quel sujet ça va être utile, mais il y a un moment, ça peut émerger. Ah bah tiens, une nouvelle régulation. Ah bah tiens, un tel, il a exprimé ce besoin et je sais qu'en forêt, on sait faire ça, etc. Et donc, entre le côté horizontal, partage de connaissances, formation et expression de sa singularité au sein d'une communauté, Tout à fait. c'est des valeurs que je retrouve bien plus chez AXA Climate que je n'ai pu connaître dans les entreprises finalement assez hiérarchiques où chacun a sa place et on doit jouer des coudes pour faire sa politique et monter, quoi. Super. Dernière question, parce que là, l'entretien va se terminer bientôt. C'est ça qui est génial, parce que du coup, tu ouvres, c'est à la fois comme ton parcours et comme cette capacité aussi de pouvoir s'adapter. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un Gadzar, aux Gadzar qui nous écoutent, qui hésitent et qui aimeraient aussi pouvoir trouver un job où ils se sentent alignés, où ils se sentent bien, où ils peuvent aussi exprimer leurs valeurs un peu gadzariques et peut-être de l'environnement? Yes. Alors, déjà, pour un gros apprentissage, c'est que c'est pas une fatalité il y a une grosse partie zone grise. Quand on se sent vraiment pas bien dans une entreprise, c'est facile à identifier, dans le sens, OK, il y a un truc qui va vraiment pas, on a touché le fond. Et où on a vraiment bien. Mais en fait, il y a une grosse zone grise au milieu, où souvent, je pense qu'on fait avec. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, et quand je vois aussi avec certains de mes copains, etc., je vois qu'on est beaucoup à faire avec, en fait. Et c'est pas une fatalité en fait. Effectivement, il y a le côté l'herbe est toujours plus verte ailleurs, etc. Oui, il faut faire attention à ce côté de l'attrait de la nouveauté. Mais ça vaut le coup du coup de prendre du temps, je pense, de manière pas annuelle, mais de temps en temps, de refaire un petit travail d'introspection. Que ça soit tous les outils qui existent. Donc là, au pôle carrière, il y en a énormément. Ça m'a pas mal aidé parce que du coup, il y a un côté formalisation et j'ai du mal à formaliser de manière générale. Donc là, au moins, il y a divers exercices. Et ça, c'est hyper important parce que même s'il y a rien qui se dessine à l'instant T, ça peut émerger plus tard. Et là, c'est jackpot, quoi. Et là, c'est jackpot parce qu'en fait, on est content d'aller au taf, d'aller au travail et ça change complètement la perspective, quoi. Là, l'entretien, il va bientôt se terminer. Je vais retourner à l'entreprise. Je suis content d'y aller. Je sais que là, je vais me battre pour pouvoir protéger une forêt primaire au Honduras. Ça m'excite, quoi. C'est cool. Il y a l'effet waouh. Et ouais, et ça, c'est vraiment le sujet de fond. Mais vraiment, en plus, sur la forme, en entreprise, il y a des nouveaux schémas qui émergent. C'est encore émergent, je pense, dans le milieu des entreprises. Mais c'est en train de sortir et je pense qu'on peut être driver aussi là-dedans. On a ces valeurs-là, on les a connues en plus, on a connu ce que c'est en fait ce type d'organisation finalement horizontale. On sait que ça nous plaît. Il y a peut-être la stratégie des entreprises qui sont déjà comme ça, mais on peut essayer peut-être d'influencer. Voilà. Après, ça dépend des marges de manœuvre qu'on a forcément, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup Quentin pour ton témoignage et tes conseils. Et voilà, on invite tous les Gadzar à éventuellement venir voir le pôle carrière, suivre aussi les événements, parce qu'il y a un prochain Future of Work aussi sur les nouvelles formes d'organisation, justement de management, à la rentrée vers octobre. Donc, Okay. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Merci Frédéric. Merci.